J'ai enregistré. Voilà, donc j'ai enregistré. Maintenant, je vais vous partager mon écran parce que je voudrais vous montrer la carte. Alors, toi, tu la connais peut-être certainement, Marie, mais je la trouve incroyable, la carte du ciel de demain. Est-ce que vous voyez? Ah, attendez. Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais essayer de la mettre d'une certaine manière à ce qu'on voit. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Ouais. Oui. Eh ben voilà, moi j'avais envie de vous partager ça déjà parce que je trouve que c'est une belle introduction aux énergies du moment. Rien, sans même aller dans la compréhension fine de ce qui se joue dans le ciel en ce moment, je trouve que rien que regarder cette carte, ça nous montre qu'il y a du mouvement. Il se passe plein de choses. Pourquoi je vous dis ça? Excusez-moi, pour les néophytes en astrologie, parce qu'il y a plein d'aspects. Vous voyez, tous ces aspects-là au centre de la carte, là, bleu, rouge, ça, c'est le dialogue entre les différents éléments planétaires. Et je trouve que, enfin, là, on voit bien, il y a plein de choses qui se jouent, il y a du dialogue dans tous les sens. Et la carte de demain, on a quasiment, en fait, euh, voilà, on a un beau triangle, une belle pyramide, là, d'eau. Et puis, on a plein d'aspects autour. Ça fait quasiment une enveloppe. L'enveloppe, vous voyez, il manque juste un trait bleu pour faire une enveloppe. Ça, l'enveloppe, c'est vraiment, vous avez un message. Donc, il y a vraiment des choses à entendre en ce moment, il me semble, à entendre et peut-être à transmettre aussi. Je vais venir dans le détail ensuite, hein. Mais, et puis là, si on avait juste un petit triangle de plus, ça nous ferait carrément un diamant. Donc on est vraiment sur une presque figure totale et vibratoirement, pour moi, c'est assez élevé. Donc on va dire, on dit que c'est un peu tout le temps le cas à chaque fois, on a l'impression que c'est tout le temps ça. Mais moi je trouve qu'en ce moment, voilà, il y a pas mal de transits là sur la fin de l'année, notamment des transits assez importants. Et puis sur l'année prochaine, après je ne vais pas vous parler de l'année prochaine maintenant, mais il y a plein de choses là qui se jouent, hein. Je ne sais pas comment tu appréhendes les choses, toi Marie, là, mais Alors, tu sais, moi, je suis très mauvaise élève dans tout ce qui est astrologie globale, enfin, voilà, mondiale ou autre. Et en général, je, j'écoute des personnes comme toi. Je me penche pas dessus toute seule. ok. Je- Euh, ouais. Mais bon, après, voilà, oui, enfin, de façon globale, je sais bien, mais tu vois, je ne suis pas cela de façon régulière, je dirais. ok. Je, c'est pas ce qui m'accroche le plus. Mm. Ok, ok. Euh, Mais bon. alors moi, pas toujours. Moi, c'est vrai que je suis quand même assez, je suis plutôt meilleure, on va dire. Enfin, je me considère plutôt meilleure dans les éclairages individuels, Individuellement. notamment quand il s'agit de descendre dans les profondeurs de l'être, etc. Mais je m'exerce à ça parce que je sais que pendant les causeries, les personnes aiment bien que je partage des choses au sujet des temporalités. Et moi aussi, ça m'aide en fait. Enfin bref, ça m'aide à saisir un petit peu plus comment le plan global peut venir agir sur le plan individuel. Et voilà, je trouve que là, sur cette fin d'année, c'est intéressant. Donc, je voulais juste vous partager cette carte-là pour que vous puissiez déjà avoir juste une vue de tout le dialogue intérieur là qui peut se jouer à l'intérieur de chacun, chacune de nous. Donc, je vais vous parler plus particulièrement d'un aspect majeur qui va nous accompagner au mois de mai 2025. C'est cette opposition entre Mars et Pluton. Donc, avant cela, parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, même si je suis en jour 5, je vais être structurée, je vais vous partager un document que j'ai fait. Hop, faut juste que je le retrouve sur lequel, alors, si je peux le retrouver, si je peux pas le retrouver, bah, je vais laisser tomber. Ah si, il est là. Tac, tac. Je m'excuse, comme toujours, j'ai des petits soucis dans ma gestion. Hop, voilà. Normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran.
Pardon? Vous voyez ou pas? Oui, voilà. C'est bon. Ok. Donc, juste comme je vous disais que j'allais faire un petit point sur la fin de l'année, je reviens un peu en arrière. Sur le plan numérologique, depuis le mois de septembre, en fait, tous les ans, hein, c'est la même histoire, mais cette année, on va dire que comme c'est une année universelle 8, c'est une année quand même qui nous parle de puissance et de transformation, de manière très, 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 très résumée, hein. Euh, voilà, le mois de septembre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, le mois de septembre, comme c'est le neuvième mois de l'année, c'est un mois qui vient amplifier les énergies universelles de l'année. Donc là, pour 2024, le mois de septembre 2024, c'était un mois universel 8, donc qui est venu amplifier. Pour moi, c'est comme un ultra condensé. Ça a été comme un ultra condensé de tous les enjeux sur un plan collectif et sur un plan individuel de l'année 2024. Donc, je vous invite moi, j'aime bien les rétrospectives parce que je trouve que les rétrospectives, il y a beaucoup de gens des fois qui me disent, oui, on préfère se focaliser sur le futur que sur le passé. Certes, tout à fait. Mais moi, j'aime les rétrospectives dans le passé parce que je trouve qu'elles sont toujours porteuses de beaucoup d'enseignements. Et donc, regardez ce qui a pu se jouer pour vous sur un plan individuel en septembre, eh ben, ça peut aussi vous donner un aperçu de la globalité de votre année 2024, de ce que vous avez pu transformer ou de ce qui peut-être n'a pas pu être pleinement réalisé. Voilà. Dans tous les cas, de quelle manière est-ce que vous avez pu exprimer, manifester votre puissance de réalisation au cours de cette année 2024? Euh, le mois de septembre, pour moi, il a pu vous donner un aperçu particulier. Voilà, en ultra condensé ou en amplifié de ces énergies. Octobre, euh, là, on est sur une introduction des énergies de 2025. C'est un peu le synopsis sur tout le mois d'octobre. Là, ça a été un peu le synopsis, que le mois d'octobre se termine, de ce qui va être en jeu en 2025. Donc, c'est un mois universel 9, octobre, hein, mois 10, une année 8, donc ça nous donne un mois universel 9. Donc c'est à la fois un mois qui nous parle de faire le bilan, de clore certains chapitres, mais aussi qui vient nous parler d'une forme de gestation de ce qui va venir, de ce qui est à venir. Et le mois d'octobre, sur un plan donc collectif, comme c'est un mois universel 9, ça vient nous parler de l'année 2025 qui va être une année universelle 9. Mais si vous regardez en quel mois personnel vous vous trouvez aussi, ça va vous donner une indication de la couleur de votre année personnelle 2025. Comment, vous voulez que je fasse un petit rapide point sur comment est-ce qu'on calcule son mois personnel? Très rapidement. Euh, vous prenez votre année personnelle. Donc, l'année universelle, c'est une année 8. Par exemple, moi, je suis née le 28 mars. Donc, je fais 28 plus 3 plus 8 pour l'année 2024, ce qui me dit que je suis dans une année personnelle 3. Et donc, à partir de mon année personnelle, je vais ajouter le numéro, on va dire, du mois. Donc, mon année personnelle 3 plus le mois d'octobre qui est un mois 10, ça fait 13, ça fait un mois 4. Bon, après, il y a des métanomes qui rentrent en jeu. Il se trouve que moi, personnellement, je suis en mois, actuellement en mois 22-4. Mon année 2025, ça va être une année 22-4. Mais voilà, vous pouvez voir un petit peu en quel mois personnel vous vous trouvez. Et donc, euh, tout ce qui a pu se jouer pour vous en octobre, et ben pour moi, ça peut venir introduire les enjeux de l'année 2025. Donc c'est très intéressant, encore une fois, d'observer ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que signifie chacun des mois personnels. Vous pouvez retourner à des vidéos, notamment les vidéos de Delphine Ragon, où elle présentait les différentes vibrations des années personnelles pour 2024. Et ben, si vous reprenez les années personnelles, dites-vous qu'un mois personnel, les enjeux sont les mêmes, mais à l'échelle d'un mois. Donc, je suis claire dans ce que je raconte? Donc, Oui. pour 2025, voilà, ça pourra vous donner une idée un petit peu de la couleur. On en reparlera dans une prochaine causerie, et je dédierai certainement une prochaine causerie au mois de... Peut-être la prochaine, celle de fin novembre d'ailleurs, que je dédierai aux années personnelles pour 2025. Je vous redirai ça. Voilà.
Et donc, novembre et décembre, eh ben, ça va être un peu le synopsis novembre et décembre 2024, ça va être un peu le synopsis des énergies mensuelles de janvier et de février 2025 sur un plan collectif, mais aussi sur un plan individuel, de la même manière. On va dire que octobre, ça donne vraiment, ça ouvre les perspectives de l'ensemble de l'année, et alors que novembre et décembre, ça va nous permettre de saisir ce qui va se jouer pour nous en janvier, en février. Et d'une certaine manière, c'est on peut aussi se dire, si on regarde les choses sous un autre angle, que ce qui va être expérimenté là en novembre et en décembre, ça pourrait être poursuivi en début d'année. On peut se dire que le mois de novembre et le mois de décembre, c'est l'occasion de commencer, notamment là, à semer, puisque novembre, on va être en mois universel 1, à semer des nouveaux paradigmes, parce qu'on va voir qu'au fil du mois de novembre, courant du mois de novembre, on va avoir quand même un grand transit qu'on attend depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est l'arrivée définitive, l'entrée définitive pour 250 ans de Pluton en Verseau. Et donc la fin du transit de Pluton en Capricorne, on ne vivra plus jamais de Pluton en Capricorne dans nos vies. Sauf si, avec Pluton Verseau, il y a des sérums de longévité qui sont découverts avec les nouvelles technologies et tout. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a de nouveaux paradigmes là qui vont être, qui vont être pardon, mis en œuvre, qui vont pouvoir développer, être mis au service du collectif. Euh, donc voilà, donc on peut se dire que novembre, on va commencer à semer un nouveau départ pour 2025. Ça peut être une période d'intensité émotionnelle particulière avec des sorties de zone de confort. Et je dirais que l'objectif là de cette fin d'année, enfin dans ce que j'en ai entendu, un des enjeux, il y en a plein, hein, mais un des enjeux, ce serait peut-être celui de pouvoir nouer, découvrir, créer, impulser des alliances qui soient sacrées, justement au service de ces nouveaux paradigmes, des alliances sacrées en soi, donc harmoniser le féminin et le masculin en soi, mais aussi des alliances sacrées à l'extérieur. Parce qu'on va voir que là, les enjeux, bah, je ne vais pas trop vous spoiler parce que j'ai tendance à spoiler puis après à revenir en arrière, donc on va avancer. Mais vous allez voir un petit peu comment ça résonne, ces alliances sacrées avec les énergies là qui suivent. Alors, par contre, je ne peux plus voir s'il y a des nouvelles personnes. Je vais juste revenir un tout petit chouïa pour voir. Tout va bien. S'il y a des nouvelles personnes qui demandent à entrer en cours, ben, tant pis, elles auront le replay. Donc, 2008-2024, Pluton Capricorne. Depuis 2008, nous vivons le transit de Pluton en Capricorne. Transit de Pluton en Capricorne avec, depuis le mois, il me semble de mémoire que c'était mars 2023, enfin début 2023, Pluton a commencé à flirter avec le Verseau, entrer en Verseau, revenir en Capricorne, retourner en Verseau, etc. Donc l'objectif, je dirais, de ce Pluton Capricorne, alors c'est toujours très synthétique, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais là l'idée c'est de faire un état des lieux assez synthétique. Donc Pluton Capricorne, pour moi, le grand enjeu, c'était de détruire et de transformer les structures d'autorité poussiéreuses. 2008, d'ailleurs, l'entrée de Pluton Capricorne, ça coïncide avec une grosse crise financière au niveau mondial. Donc, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de réflexions qui s'engagent sur le plan, sur des plans comme des plans financiers, très en lien avec le Capricorne, des plans organisationnels, des plans euh, décisionnel. Il y a quand même eu pas mal de choses sur le plan social et politique tout au long de ces 16 années, même si on pourrait se dire qu'on n'a pas encore peut-être réussi à totalement transformer ce qui est poussiéreux. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des choses qui ont commencé à évoluer. Et je trouve, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais de Pluton en Verseau, mais je trouve quand même intéressant de voir que, je prends toujours cet exemple parce que je le trouve très parlant autour du patriarcat. Comment, au fil, parce que le Capricorne, ça peut vraiment être une vibration qui nous parle de patriarcat notamment. Et comment est-ce que les, la vision sociale,
la pensée du patriarcat a pu évoluer. Alors, vous ne me direz pas partout, pas pour tout le monde, etc. Mais quand même, sur un plan global, en tout cas en France, il y a quand même eu pas mal de mouvements qui ont commencé à dénoncer des faits absolument légitimés par le patriarcat. D'ailleurs, malheureusement, moi, un événement qui m'a énormément touchée, je pense, comme à beaucoup de femmes dernièrement, c'est les viols euh, qui se sont passés dans le village de Mazan. Alors moi, je me connecte plus trop aux actualités parce que ça m'affecte trop et que du coup, je préfère rester très à distance. Mais malgré tout, je trouve que terminer le transit de Pluton avec ce procès en cours et ces atrocités qui ont été commises dans ce cadre-là, un cadre où il y a plusieurs décennies en arrière, le viol conjugal n'était absolument pas reconnu comme un viol. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses qui commencent à bouger. La balle change de camp, la parole arrive aux victimes. Et puis, d'un côté, enfin, je dirais de manière un petit peu moins dramatique, euh, toujours dans la dimension du patriarcat et du genre et des distinctions de genre, des différences de genre, je trouve aussi que au cours de ces 16 dernières années, on a vu émerger, en tous les cas en France, le mouvement aussi, enfin le mouvement, je ne sais pas si on peut parler de mouvement, les gens qui m'écouteront diront que ce n'est pas un mouvement, et je suis d'accord, donc excusez-moi si je n'ai pas les bons termes, mais en tous les cas, l'émergence d'un ensemble de personnes qui ne se considèrent plus comme appartenant ni au sexe, au genre féminin, ni au genre masculin, mais qui vont se revendiquer non-binaires. Et bien là, je trouve qu'on est aussi exactement dans ce Pluton Capricorne où on est venu détruire d'anciennes manières, d'anciennes visions du monde euh, hiérarchiques, catégorisantes, etc. Et avec Pluton Verseau qui arrive, on entre dans une société post-catégorie. Et notamment la catégorie du genre, je trouve que le non-binarisme, ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement post-genre. Donc voilà, donc on est dans ces évolutions sociétales-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, du coup, nous sommes donc le 28 octobre, les 20 jours, les 20-22 jours là, qui nous restent à vivre de Pluton en Capricorne, c'est vraiment, on est dans le dernier passage de Pluton Capricorne. Et quand une planète transite les derniers degrés d'un signe, on va être dans de l'intensification, mais aussi dans de la sublimation de ce qui est en jeu à ce moment-là. Donc, des questions pour saisir un peu ce qui s'est passé pour soi sur un plan individuel, ça peut être, depuis 2008, comment est-ce que je me suis transformée? Comment ai-je transformé mon rapport aux règles, aux lois, aux normes, à l'autorité? Comment me suis-je dépassée, transpersonnalisée? Comment suis-je entrée en contact avec ma puissance d'être? Il y a vraiment, pour moi, ces questions à se poser là. Comment est-ce que je suis devenue ma propre autorité en fait? C'est ça, hein, la question principale. Euh, Parce que souvent, les transits de Pluton, on ne s'en rend compte, on ne se rend compte de leurs effets qu'une fois qu'ils sont passés. Donc, c'est important. Là, pour le coup, la rétrospective, elle me semble assez importante pour saisir la puissance de ce transit de Pluton-Capricorne sur un plan individuel. Donc, 19 novembre, l'entrée de Pluton en Verseau pour 20 ans. Là, l'enjeu, ça va être de faire société autrement. Euh, on va dire, une fois que toute la hiérarchie autoritaire, voilà, toutes ces structures d'autorité hiérarchique ont été transformées par Pluton Capricorne, l'idée c'est comment on fait société maintenant. Comment on fait société? Avec Pluton Verseau, alors je vous invite à regarder l'une des premières vidéos que j'ai postées où je parlais justement de l'entrée de Pluton en Verseau. Mais l'un des enjeux, ça va être vraiment de se penser comme un maillon à l'échelle individuelle, comme un maillon précieux et indispensable de la grande chaîne humaine. L'enjeu, ça va être de mettre ses talents personnels, individuels, au service d'une évolution plus globale. Donc pour moi, Pluton verso, ça peut être résumé par un enjeu d'individualisme collaboratif et fraternel, par un enjeu d'individuation co-créatrice. C'est quoi l'individuation? C'est un concept jungien, hein.
qui nous invite à nous affranchir des matrices pour pouvoir oser rayonner, je dirais, notre être singulier, unique, original. Sur un plan astrologique, l'individuation, la troisième étape de l'individuation, j'ai souvent parlé des trois étapes de l'individuation dans les causeries, la troisième étape, c'est l'étape d'Uranus. Et Uranus, c'est la planète qui correspond au signe du Verseau. L'individuation à l'étape d'Uranus, c'est prendre conscience qu'au-delà d'être l'enfant de nos parents, nous sommes des êtres spirituels venus sur Terre, je dirais, pour évoluer et contribuer à l'évolution collective. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous et toutes appelés à être, je ne sais pas moi, à occuper des positions ni de pouvoir, ni d'être très visible sur un plan collectif. C'est pas ça. On peut contribuer sur un plan collectif de manière plus souterraine, enfin, sans être forcément, sans prendre une place. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se dise, oui, mais moi, de toute façon, ça me fait peur ou je ne sais pas comment faire. Euh, on peut tous et toutes contribuer à notre échelle. Et justement, tout l'enjeu, ça va être de considérer que nous sommes chacun, chacune, depuis la position et l'état d'évolution de conscience auquel on en est chacun, chacune, un élément précieux et indispensable de la grande chaîne humaine. Et ce qui est super intéressant, c'est que depuis l'été 2024, les trois transsaturniennes, les trois planètes transsaturniennes, elles travaillent ensemble. On a un triangle mineur, un triangle bleu là, entre Uranus, Neptune, Pluton, qui se termine là au mois de novembre. Mais il y en a toujours deux qui restent connectés quand même là sur les prochains mois. Donc c'est intéressant parce que ces trois planètes-là, elles viennent nous apporter, elles viennent nous aider dans ce processus d'évolution. Uranus en taureau, se libérer des schémas et loyautés qui engluent. Le taureau, il peut être englué dans des choses qui l'empêchent de bouger, qui l'immobilisent. Et Uranus aide justement à transgresser positivement ce qui englue pour prendre conscience de la place qu'on peut prendre dans l'univers. Avec Neptune en poisson qui nous aide à dissoudre la confusion et à nous reconnecter au divin en nous pour nourrir notre conscience supérieure. Et Pluton Capricorne, on vient de dire à quoi ça servait. Faire mourir les structures autoritaires du passé pour découvrir notre don unique, original et singulier que l'on peut mettre au service de l'humanité, devenir notre propre autorité. Et l'autorité, c'est quoi? C'est être l'auteur de. Donc voilà, on est tous à notre échelle individuelle comme sur un plan collectif, accompagnés par ces transsaturniennes qui travaillent ensemble. Et ça, je trouve que c'est alors c'est challengeant, hein, mais en même temps, voilà. L'invitation, pour le coup, c'est de ne pas résister au mouvement qui s'engage. Toujours, de toute façon, quand il y a des transits de Pluton, moi je dis toujours ne surtout pas résister. Il faut suivre le mouvement, même si on ne sait pas dans quelle direction ça nous amène, et suivre le mouvement. Parce que transit de Pluton et résistance, ça donne épreuve. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Opposition de Mars-Pluton, je vous ai dit là, depuis le 19 octobre et jusqu'au mois de mai 2025. Donc, l'opposition, elle va passer de l'axe Cancer-Capricorne à l'axe Lion-Verseau. Sachant que pendant cette période, il va y avoir une rétrogradation de la planète Mars sur tout le mois, à partir du 7 décembre jusqu'à la fin du mois de février. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une opposition Mars-Pluton en Cancer-Capricorne? Mars en Cancer, c'est le gardien de la forteresse. Donc, pour moi, c'est le gardien de la forteresse. Donc, ah oui, je vois, Annick, tu prends des photos, mais enfin, ce sera dans le replay, hein. Et ça m'aide, moi, parce que ma mémoire de poisson rouge, maintenant, Alors, je justement, Mars Cancer, ça peut être aussi une lutte avec, contre sa mémoire. Parce que le cancer, c'est le signe qui nous parle de mémoire. Voilà. En gros, l'enjeu, de manière globale, quel que soit l'axe dans lequel il se situe, Mars-Pluton ensemble, l'enjeu sur le plan lumineux, c'est d'agir pour se transformer,
de réussir, d'agir pour aller contacter ces profondeurs, des profondeurs qui transforment. On est dans un agir puissant, Mars-Pluton, euh, sur le plan lumineux. Sur le plan de l'ombre, ça peut donner de la lutte, de l'agressivité, une action destructrice. Mais nous, on a envie de se focaliser sur la lumière. Parce que je dirais que sur quoi on se focalise, eh bien, c'est nourri vibratoirement. Donc, un enjeu de Mars Cancer, je vous disais que Mars Cancer, pour moi, c'est le gardien de la forteresse. Le gardien de la forteresse, sur le plan individuel, ça peut être de sa forteresse émotionnelle, de la forteresse qui sécurise, de ma sécurité intérieure. Donc, il peut y avoir, avec du Mars Cancer, pas mal de peurs. Ça peut réveiller pas mal de peurs où on peut être confronté à des peurs d'insécurité, un sentiment de vulnérabilité qui peut entraîner une forme de conservatisme, une résistance au changement. Vous voyez le crabe, il avance, le crabe c'est le cancer, hein. Enfin le cancer il peut être en analogie avec le crabe. Il avance, dès qu'il a peur de quelque chose, il se renferme dans sa carapace. Donc on est là-dedans avec Mars Capricorne. Agir, mais une action qui peut être du coup teintée de peur, d'un sentiment de vulnérabilité, donc qui peut amener à, je ne sais pas si une forme d'inaction, mais ça peut être une forme d'inaction, ou en tous les cas quelque chose où on est dans une lutte permanente pour préserver sa sécurité intérieure. Donc moi, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi personnellement, je me sens en ce moment très fatiguée. Donc là, ça va mieux, mais les 2 dernières semaines, je me sens épuisée. Je dois même le dire, épuisée. Et j'ai des jours où je suis vidée intérieurement. Donc j'ai commencé à me questionner, à quoi est-ce que je résiste? De quoi est-ce que j'ai peur? En quoi est-ce que je me sens vulnérable là en ce moment pour me sentir aussi fatiguée? Donc c'est des questionnements qui sont en cours. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, si c'est votre cas aussi, je vous inviterai à vous poser ces questions-là. L'idée pour moi, dans la lumière, ce sera d'agir avec sensibilité. Donc, on n'est pas dans une action impulsive de Mars Bélier, par exemple, hein. On est vraiment dans une action Cancer, donc une action plutôt sensible et où on est très connecté par de l'émotionnel. Ça peut aussi donner, Mars Cancer, des fluctuations dans l'action. À un moment, on a du dynamisme, le lendemain, plus rien. Ça peut donner un côté très fluctuant parce que l'action, là, elle est teintée d'émotionnel. Et on sait qu'en Capricorne, les émotions peuvent être fluctuantes. Donc, agir avec sensibilité et maturité émotionnelle pour s'affranchir des croyances transmises et devenir sa propre autorité. Là, on est dans l'opposition Mars-Pluton, Cancer-Capricorne, à mon sens. Cette opposition-là, elle nous accompagne jusqu'à début novembre. Donc là, c'est la fin du mois, alors jusque début novembre, et puis, de nouveau, tout le début de l'année 2025. Sauf que Pluton sera plus en Capricorne, il sera en Verseau, mais Mars sera toujours en Cancer. Enfin, Mars sera revenu en Cancer. C'est la période de rétrogradation de Mars. OK? Donc, ça va être quand même un enjeu important. Et encore une fois, j'écoute pas trop les informations parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me préserve de cette toxicité ambiante. Là, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je le prends. Mais ces derniers temps, les quelques fois où j'ai allumé la radio dans ma voiture, je suis tombée sur des débats politiques autour des lois d'immigration. Et alors, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai travaillé dans ce domaine pendant plus de 12 ans. Euh, mais je me dis, bah, là, on est vraiment dans du Mars Capricorne, dans du Mars Cancer Pluton Capricorne. Renforcer la fermeture des frontières, encore une fois, trouver des boucs émissaires qui insécurisent, fermer encore plus les portes de la forteresse. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très Mars-Pluton dans l'axe Cancer-Capricorne. Comment nos insécurités peuvent nous amener à agir de manière conservatrice sur un plan collectif, mais sur un plan individuel, à résister aux évolutions, aux changements.
Et puis, on est appelé à aller vers une opposition Mars-Pluton, mais en Lion-Verseau. Donc, on voit bien que avec la vibration Verseau, on vient de le dire, elle est bien différente de la vibration Capricorne. Avec le Verseau, on va faire éclater les hiérarchies. On est dans une société fraternelle. On est dans, comme je l'ai dit, dans de l'individualisme co-créatif, collaboratif. Donc, on va faire ensemble. Donc, on sent comment, je vous ai dit, les derniers degrés de Pluton Capricorne, ça vient exacerber. On est dans une intensification des travers, mais comme de la lumière, de ce qui peut se jouer. Donc, avec l'opposition là, Mars-Pluton en Lion-Verseau, l'enjeu, ce sera d'agir avec le cœur. Parce que le lion, il nous parle du cœur. Donc, d'agir avec le cœur. Je dirais en s'aimant de manière inconditionnelle. C'est ça, hein, le lion, il vient nous apprendre à nous aimer de manière inconditionnelle. Là où le verso vient nous apprendre à aimer de manière universelle, par-delà les frontières. Donc, agir avec le cœur en m'aimant de manière inconditionnelle. Donc, avec assurance et confiance en soi, pour mettre sa créativité au service de co-création qui réforme la société. Pour moi, on est là-dedans de manière un peu synthétique, dans cette opposition Mars-Pluton en Lion-Verseau. L'enjeu ici, ça va être l'enjeu de l'ego et des abus de pouvoir. Pourquoi? Parce que, oups, pardon, parce que Mars en Lion, donc on a dit que c'est une action euh, une action créative qui est guidée par le cœur. On est invité à agir avec le cœur. Mais qu'est-ce qui peut se jouer dans la vibration du lion? Il peut se jouer quoi? Il peut se jouer le manque de confiance en soi, la blessure de dévalorisation, le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Moi, j'aime bien, quand je parle de la vibration du lion, prendre l'exemple de l'image du roi lion, du film Le roi lion, parce que je trouve que ça vient nous parler de cette vibration-là dans l'ombre et la lumière. Donc là, juste dans l'ombre, euh, le Roi Lion, pour les personnes qui ont bien ce dessin animé en tête, dans le Roi Lion, il y a Mufasa, donc le roi magnanime, lumineux, dont le rayonnement est magnétique, qui agit avec sa générosité de cœur au service de son peuple, etc. Là, on est vraiment dans le lion lumineux. Euh, et puis il y a Scar, son frère. Et Scar, lui, son problème, c'est qu'il ne se sent pas reconnu. Donc Scar, il peut incarner le verso dans l'ombre dans le sens où il se rebelle contre le pouvoir en place. Euh, mais pas au sens du collectif. Lui, c'est au sens de son propre pouvoir. Il veut prendre le pouvoir, lui. Et il ne valorise pas ses talents, Scar, parce qu'il est intelligent. Et il pourrait mettre son esprit au service du collectif. Et s'il le faisait, certainement que Mufasa l'intégrerait dans son gouvernement pour l'aider à penser au service du collectif. Mais lui, il n'a pas confiance dans ses talents et il n'agit pas guidé par son cœur, mais il agit guidé par la frustration de ne pas avoir la première place, la frustration de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Donc, baignant dans cette frustration, il va tuer son frère et prendre le pouvoir et régner par la terreur. Et donc là, on est pour moi, on est exactement dans cette opposition Mars-Lion, Pluton-Verseau, ce qui peut faire que sur le plan de l'ego, les blessures de reconnaissance et de dévalorisation des personnes peuvent amener une logique de comparaison, de frustration et du coup d'abus de pouvoir. Donc pour moi, l'enjeu ici, c'est vraiment celui d'apprendre à s'aimer soi-même, à reconnaître soi-même ses talents et à oser les mettre au service du collectif mais ça peut être le collectif famille, hein, ça peut être le collectif ami, ça peut être le collectif entreprise. Tout dépend comment ça joue dans vos thèmes personnels, justement. Bonjour Stéphanie, je vois que Stéphanie me met un petit message. Bonjour. Voilà. Est-ce que c'est
clair, là, ces histoires d'opposition entre Mars et Pluton? Ouais. Voilà. Et donc, cette opposition-là, elle nous accompagne là ben, pendant 6, 7, quasiment, ouais, 8 mois quasiment, hein. Donc, c'est une opposition majeure. Mais ça va être fonction des maisons aussi. Ah, on est bien d'accord, ça va être fonction des maisons. Du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus et de manière autonome, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était en janvier 2024, sur les transits de Pluton en maison. Ça devait être investir créativement l'année 2024, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez regarder dans votre thème comment est-ce que, où se situent les derniers degrés du Capricorne et les premiers degrés du Verseau, dans quelle maison, et en face, dans quelle maison se situent les derniers degrés du Cancer et les premiers degrés du Lion, grosso modo. Après, bon, Mars va faire un petit peu des écarts hein, au fil de cette période parce que la rétrogradation, elle est assez importante quand même de Mars je crois que Mars, de mémoire, revient quasiment jusqu'à la moitié du signe du Cancer. J'ai en mémoire quelque chose comme 19 degrés. Donc, elle revient quand même assez loin en Cancer, hein, la planète. Mais, euh, mais voilà, je vous invite à regarder ça. Mais évidemment, là, c'est global ce que je raconte, hein. C'est à analyser au prisme de vos maisons et de vos thèmes respectifs. Donc voilà. Il y a d'autres petits transits qui auront moins d'impact, mais je vais vous en parler un tout petit peu parce qu'ils sont en lien avec la lunaison. Je vais juste vous parler de la lunaison de novembre. Je ne vous parlerai pas de la lunaison de décembre, on verra ça plus tard. Euh, mais là, la nouvelle lune en Scorpion, donc qui a lieu là dans 4 jours, 3 jours, je voulais vous montrer son thème aussi, parce que pour moi, il est assez parlant. Donc je vais refermer ça et rouvrir ça. Alors, on est le 29. Voilà. Oups, j'étais trop loin. Alors, ah oui, parce que c'était autour de 13 heures quelque chose. Ouais, voilà. Hop. Donc, la nouvelle lune, elle est là en Scorpion, hein. Donc une nouvelle lune en Scorpion, hein, c'est toujours, tous les ans, une nouvelle lune qui nous invite à poser des intentions en lien avec aller nettoyer nos profondeurs. Pour moi, le Scorpion, c'est l'éboueur du zodiaque. C'est D'accord. l'éboueur de lumière, hein. J'aime beaucoup cette image parce que je trouve que elle est très juste à mon sens. C'est le signe du zodiaque qui nous aide à descendre dans nos profondeurs, à oser aller dans nos profondeurs. Et il n'y a aucun autre signe du zodiaque, à mon sens, qui ose à ce point nous accompagner à descendre dans nos profondeurs pour aller euh, regarder en face, parce que la vibration scorpion est très lucide, regarder en face notre bout intérieur, tout ce qui est sale, dont on ne veut pas parler, tout ce qui fait peur, tous ces sujets qui nous parlent de sexualité, de mort, de pouvoir, d'argent, de manipulation, d'emprise, tout ce qui est toxique, tout ce qui peut sembler toxique ou effrayant. La vibration scorpion, elle nous aide à descendre voir ça pour le transformer. C'est l'alchimiste du zodiaque. Et pour moi, un éboueur, c'est un alchimiste hein, d'une certaine manière parce que c'est celui qui vient nous débarrasser de nos poubelles pour nous aider bah voilà, à nettoyer notre intérieur sur tous les plans. Donc on a quand même quelque chose, c'est une vibration que j'adore, moi, le scorpion, même si elle fait peur, j'aime beaucoup cette vibration-là. Donc, tous les ans, nouvelle lune en Scorpion, ça nous invite à poser des actes, à engager des actions, à poser une intention pour aller à faire des rituels, pour aller descendre, voir ce qui se joue là dans nos profondeurs. Et une nouvelle lune en Scorpion, elle est ce qu'on appelle maîtrisée sur le plan astrologique par Pluton. Donc, on revient encore à notre Pluton. Et regardez Pluton. Pluton ici est à la tête d'une figure qu'on appelle un cerf-volant.
Vous voyez le cerf-volant? C'est la pyramide d'eau, là, le beau triangle bleu, avec le petit triangle au-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle un cerf-volant en astrologie. Et ce cerf-volant, qui est-ce qui le dirige? C'est Pluton. Et c'est quoi la colonne vertébrale du cerf-volant? C'est l'opposition Pluton-Mars dont on vient de parler. Et donc, c'est Pluton qui dirige ce cerf-volant, qui est à la tête du cerf-volant. Et moi, j'ai été voir, parce que je trouvais ça intéressant, j'ai été regarder ce que c'était que la symbolique du cerf-volant. Et la symbolique du cerf-volant, c'est une symbolique du lien entre ciel et terre. Et je trouve ça très intéressant parce que cette nouvelle lune du 1er novembre, elle tombe pile pendant cette période où nous sommes appelés à honorer nos défunts, à célébrer la mort, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Et on a différentes manières. Vous allez voir, je vais vous envoyer un mail que j'ai préparé là, avec le replay de cette causerie, dans lequel je vous raconte comment est-ce qu'au Mexique, on appréhende la mort. Parce que moi, j'ai vécu plusieurs années au Mexique, et donc j'ai eu la chance de participer euh, à ce qu'on appelle le Dia de Muertos, plusieurs années consécutives, et de vivre au quotidien aussi cette manière d'appréhender la mort. Alors, euh, évidemment, la mort, ça rend triste, même si c'est appréhendé sur un plan spirituel autrement. Ça rend toujours triste l'individu parce qu'on perd un être cher et donc il y a un deuil à faire de tous les moments qu'on ne passera plus avec cette personne. Mais voilà, vous verrez, vous lirez ce que je vous raconte. Et cette nouvelle lune, je trouve qu'elle vient ouvrir une sorte de portail ou intensifier le portail du moment parce que on dit bien, les Celtes le disaient bien que pour eux, la fête de Samin, là, qui se passe au moment de la Toussaint, au moment de Dia de Muertos au Mexique, c'est un moment où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est la plus fine, donc où on peut être en lien, en connexion avec le monde de l'invisible. Et le fait que cette nouvelle lune en Scorpion se tienne pile ce jour-là, le 1er novembre, je trouve que ça vient intensifier, amplifier cette possibilité de recevoir des messages de nos défunts. Et regardez, je vous parlais de l'enveloppe tout à l'heure. Regardez là l'enveloppe. Il lui manque juste un petit sextile pour être complète. En plus d'avoir le cerf-volant, on a aussi une enveloppe. Donc il y a des messages, hein. Il y a des messages à recevoir. Et je vous inviterai, on m'a posé une question avant la causerie, la personne ne pouvait pas être présente là, elle me demandait quel était l'intérêt de faire des rituels autour de la mort. Et bien, typiquement, je trouve que là, on est en plein dans cette vibration-là. Comment les rituels ou comment utiliser les rituels pour recevoir des messages. Moi, je trouve que c'est là que c'est intéressant. Pour recevoir des messages, pour clore aussi certains états d'être dans lesquels on peut se trouver. Par exemple, en constellation familiale, il y a toute une forme de ritualisation. Et l'objectif des constellations familiales, c'est d'aller clore, d'aller libérer, de refermer des chapitres. Et bien là, autour de cette nouvelle lune, il peut y avoir tout un ensemble de rituels qui peuvent être déployés justement pour permettre, pour aller nourrir cette reliance avec nos défunts, mais au-delà des défunts connus, je dirais des personnes que l'on a perdues de notre vivante, auxquelles on a dit au revoir de notre vivant, pardon. Je dirais aussi de tous les défunts qu'on ne connaît pas, mais qui vivent, qui continuent de vivre en nous. Donc sur un plan transgénérationnel, nos ancêtres. Donc vous verrez dans la newsletter, moi je vais vous proposer un rituel en lien avec justement le fait de pouvoir aller contacter nos ancêtres guides. Parce qu'il me semble que cette période-là, c'est une période qui est particulièrement propice à ça. Alors, il y a un petit message, je vais regarder ce qu'il nous dit. Euh, ouais, alors, Caroline, ta question, elle est très intéressante, mais je te propose d'y répondre à un autre moment, parce qu'elle n'est pas du tout dans le thème de la causerie, et je ne voudrais pas me perdre. Elle me pose une question en lien avec la lune noire et les calculs de la lune noire.
Voilà. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est que cette nouvelle lune, elle est aussi ici en sextile, en trigone, pardon, ce trait bleu, avec Saturne. Donc là, ça nous parle vraiment de, pour moi, du fait d'une forme de guérison sur un plan spirituel, grâce à cette possibilité de venir reconnecter la force de nos ancêtres et de pouvoir s'affranchir des loyautés inconscientes. S'affranchir, ça ne veut pas dire rejeter, ça veut dire reconnaître, honorer et s'autoriser à suivre un autre chemin. Donc s'affranchir des loyautés inconscientes et se libérer des schémas répétitifs. Donc voilà, pour moi, on est dans une... Et d'ailleurs, quand là, j'en parle de cette nouvelle lune, je sens autour de moi, il y a comme une... vibratoirement, il y a quelque chose de très solennel qui se pose. Voilà, je ne sais pas comment vous sentez les choses, mais moi, il y a vraiment une énergie là qui se... Ouais, une énergie sacrée, je dirais, qui m'accompagne. Donc voilà, nouvelle lune. Alors, je vais arrêter ce partage et je vais revenir au PowerPoint. Cette nouvelle lune, elle nous invite à honorer ce lien entre le ciel et la terre, à poser cette intention, comme je disais, d'évacuer les déchets du passé pour guérir sur un plan spirituel, en reconnectant la force des ancêtres, avec maturité. Maturité, ça veut dire qu'on peut s'autoriser à vivre autre chose, qu'on peut s'affranchir. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc on est vraiment pour moi là dans un processus avec ces transits de Pluton. On a vraiment Pluton qui est là, qui est présent toute cette fin d'année et le début de l'année 2025 euh, pour nous amener à traverser ce processus de mort-renaissance intérieure, mais aussi pour nous accompagner dans le fait d'honorer le cycle de la vie. Et dans le cycle de la vie, eh bien, il y a aussi la mort, qu'elle soit réelle, physique, mais qu'elle soit ou qu'elle soit symbolique. Je pense que Marie, tu aurais plein de choses à nous dire sur le sujet. Oui, bah, écoute, c'est puisque tu m'interpelles, juste un petit truc par rapport au fait de se reconnecter aux forces des ancêtres. Moi, quand j'entends ça aujourd'hui, pour moi, les ancêtres, c'est reconnecter les forces de tous ceux qui sont de l'autre côté. Mm. Et au lieu du terme ancêtre, j'ai aussi envie de mettre en fait tous nos défunts, après effectivement de l'aligner, mais pour le coup, Ouais. pas que des ancêtres comme on peut les imaginer les plus anciens, mais de tout l'apport en fait, effectivement de l'énergie même que ces personnes ont pu vivre auprès de nous, mais aussi de toute la, alors on peut peut-être dire conscience, ou en tout cas de toute l'énergie, de tout le parcours qu'ils continuent de faire de l'autre côté aussi. Et oui, comment ils continuent d'œuvrer pour nous de l'autre côté? Exactement. Pour eux, pour le monde, enfin Eux, pour pour le l'univers monde, et pour voilà, nous bien sûr. également. Voilà. Mm. Oui, pour nous, c'est sur un plan collectif, hein, je pensais le nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, oui, bah, bien sûr. En fait, c'est vrai que je parle des ancêtres parce que moi, j'ai cette grille Ben de oui, lecture transgénérationnelle. bien Mais si sûr. on parle de transgénérationnel, effectivement, on peut inclure nos défunts de manière plus large. C'est pour ça que je disais tout à l'heure les défunts, ceux à qui on a dû dire au revoir de notre vivant, mais également nos ancêtres. Voilà, il y a vraiment cette... merci, hein, donc on est pour moi dans une énergie, dans ce type d'énergie-là. Alors, c'est un peu le cas tous les ans avec la vibration Scorpion, mais là, je trouve qu'avec le fait que Pluton change définitivement, en tous les cas du temps de notre vivant, de signe, il y a vraiment quelque chose qui marque ici euh, une, la naissance, qui marque une renaissance sur le plan symbolique, vibratoire, une invitation en tous les cas à la naissance de nouveaux paradigmes. Et d'ailleurs, on voit que cette année-là, Pluton, donc, c'est la planète centrale de cette nouvelle lune, et elle intervient le 1er novembre. Voilà, la Toussaint, tout ça, c'est entre le 31 octobre, 2 novembre, toute cette période, là, toutes ces fêtes dans lesquelles on honore ces fêtes ancestrales, ces célébrations ancestrales où on honorait nos défunts, justement, on honore nos défunts. Ça se joue là entre la fin du mois d'octobre, qui est un mois universel 9 sur le plan numérologique, et le mois de novembre, qui est un mois universel 1 sur le plan numérologique. Donc ça marque aussi une fin et un recommencement.
on est vraiment dans ce processus sur le plan vibratoire de cette mort-renaissance. Voilà, de ce cycle de la vie qui se poursuit et qui est, à mon sens, à honorer particulièrement en ce moment. Voilà. Bon, j'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que c'est déjà bien pour aujourd'hui. C'est déjà assez riche. Donc, on va s'arrêter là. Hop. J'arrête